Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous trouviez quelque chose beau? Moi, par exemple, je trouve beau un coucher de soleil, un champ de coquelicots, ou certaines personnes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens semblent être d'accord avec moi. C'est un sentiment qui n'est étranger véritablement à personne. Donc il y a quelque chose de tout à fait universel. Si c'est un sentiment universel, est-ce qu'on peut expliquer d'où vient le sentiment qu'une image est belle? Vous trouvez plus beau? Ah oui, très nettement. Je ne suis évidemment pas la première à me poser cette question. Et des mathématiciens tentent depuis des millénaires de définir l'harmonie qui serait à l'origine de la beauté. Il y a 2300 ans, le mathématicien Euclide se questionnait déjà sur les proportions parfaites. Il a mis en avant une proportion utilisée en géométrie comme base de construction de plusieurs formes. Prenez ce segment par exemple. Divisez-le en deux parties inégales. Si la proportion est la même entre la petite et la grande partie et le tout, alors ces proportions sont dites idéales. Mais ce n'est qu'à la Renaissance que Luca Pacioli, un moine italien, cherche à appliquer les principes de géométrie d'Euclide à l'art et à d'autres domaines. C'est lui qui commence à parler de divines proportions. Pourquoi divines? Eh bien parce que ce sont des proportions que l'on retrouve dans la nature. Le nombre d'or, il intervient dans beaucoup de systèmes, en particulier d'ailleurs dans les fleurs, il intervient. L'organisation en spirale contrarotative des cœurs de tournesol, des pommes de pin, etc. Le nombre de spirales dans un sens et le nombre de spirales dans l'autre ont un rapport qui tend à se rapprocher du nombre d'or. Il a été observé que c'est un rapport qui suscite un sentiment esthétique. Ce nombre, qui est l'expression d'un rapport de proportion, est érigé en théorie esthétique. Il est même utilisé par Léonard de Vinci dans la réalisation de son Homme de Vitruve, aux proportions parfaites. C'est lui qui évoque le premier une section dorée, qui donnera son nom plus tard au nombre d'or. Mais même si l'idée est séduisante, elle ne suffit pas à expliquer la beauté. Déjà parce qu'il y a plein d'autres choses dans la nature qui ne sont pas soumises à ces proportions et que l'on peut quand même trouver belles. Mes coquelicots, par exemple, n'ont rien à voir avec les proportions du tournesol. Et d'ailleurs, pourquoi sommes-nous si nombreux à trouver les fleurs belles? Tout se passe comme si la nature nous envoyait un signe, elle nous flèche, elle nous donne des flèches. La beauté, c'est aller vers ce que vous trouvez beau, c'est ce qui sera bon pour vous. Donc tel visage, vous le trouvez beau parce qu'en fait, il manifeste de la santé, une grande fertilité, une bonne adaptation à l'environnement. Et donc la beauté, le sentiment de beauté fonctionne chez nous un peu comme un fléchage vers ce qui est bon pour notre adaptation, bon pour la reproduction d'espèces, etc., etc. Cette idée se confirme même en art d'après les recherches d'artistes russes dans les années 90. Le tableau idéal pour une majorité de la population représente un éventail de nos besoins en tant qu'Homo sapiens. Un ciel bleu, de l'eau, un refuge, des cachettes, des êtres humains, des animaux. Mais encore une fois, on trouve beaucoup d'autres choses très loin de cette image d'Épinal. On peut trouver beau aussi quelque chose qui est déstructuré, un terrain vague, un chantier. On va trouver beau dans un terrain vague, un chantier, un son qui va être déstructurant ou qui va casser une harmonie justement. C'est qu'on aspire à la fois à l'harmonie et à la disharmonie. Et en fonction de notre personnalité, l'absence d'harmonie ou le fait de rompre une harmonie peut nous faire jouir également. Comment peut-on trouver belles des choses qui semblent à l'opposé? Eh bien, c'est qu'évidemment, le cerveau humain est assez complexe et qui laisse aussi notamment la beauté et le plaisir. Un des systèmes impliqués dans notre cerveau est le système dopaminergique. La dopamine étant directement liée à nos émotions, nos envies, nos désirs et notre sentiment de satisfaction. Le cerveau fonctionne comme un petit univers en miniature, en fait. Donc ce qui est très étonnant, c'est qu'on soit capable, à l'intérieur de notre cerveau, de se forger des images mentales dynamiques qui nous permettent de se construire une image du monde, un paysage mental. On est capable de reconstituer dans le cerveau une sorte de réalité virtuelle qui est dans notre cerveau. Alors le truc, c'est que quand la réalité virtuelle qu'on a dans le cerveau rencontre la réalité, mais il y a comme une superposition qui fait du bien et qui peut correspondre à un sentiment de beau. C'est une adéquation entre la réalité réelle et la réalité virtuelle qu'on a dans la tête.
C'est peut-être pour ça que les œuvres d'art ne sont pas appréciées de la même façon par tout le monde. Car nos attentes sont différentes selon notre vécu, notre époque, nos goûts, nos connaissances. Chaque civilisation a eu ses propres normes et ses propres étalons. Tous les critères sont relativisés par le flux de l'histoire. Sous l'Ancien Régime, par exemple, la peau blanche permettait à l'aristocratie de se distinguer des paysans qui travaillaient sous le soleil. Alors qu'au début du XXe, le soleil, c'est la santé. On prescrit des séances de sanatorium, du sport en plein air et des congés au soleil. Et le teint hâlé est depuis assimilé à la beauté. Il existe des dizaines d'exemples sur cette évolution des critères de beauté. Effectivement, la beauté, on pourrait dire, c'est quand une attente se trouve comblée, se trouve satisfaite dans une perception visuelle ou auditive. Une attente qui peut être particulière à un individu ou qui, en moi, correspond à quelque chose qui est beaucoup plus large que moi, qui peut être lié à ma culture, à mon époque, à ma condition humaine en général. Mais quand cette attente rencontre dans le monde quelque chose qui la comble, qui la satisfait, eh bien, le sentiment du beau me saisit à ce moment-là. Mais alors, quelles attentes je peux avoir devant un coquelicot? En y réfléchissant bien, c'est peut-être lié à une envie de reconnexion avec la nature, ou alors à mes aspirations de grandes vacances, annoncées dans mes souvenirs d'enfance par l'éclosion des coquelicots en mai-juin. Et pour vous, à quoi correspond au fond ce que vous trouvez beau ?